En 1992, lorsqu'un dirigeant d'une grosse compagnie disparaît une matinée, c'est l'incompréhension. Les policiers vont envisager plusieurs scénarios, mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Le 29 avril 1992, à Morristown, qui se situe dans l'état du New Jersey, une femme se balade dans son quartier lorsqu'elle aperçoit la voiture d'un de ses voisins, Sidney Resso, qui est dans l'allée. Elle s'approche et elle est ainsi intriguée par le fait que la portière du côté conducteur soit grande ouverte. Le moteur est en route, mais il n'y a personne à l'intérieur. Lorsqu'elle observe de plus près, elle voit également qu'il y a toujours les affaires de son voisin, il y a son attaché-caisse, il y a tous ses documents de travail, il y a également son manteau, mais pas de Sidney. Sidney Resso, c'est un homme de 57 ans qui est directeur général de la compagnie Exxon International. Exxon International est une des plus grosses compagnies de pétrole et de ressources naturelles au monde. Certains d'entre vous en ont déjà peut-être entendu parler, ou bien vous avez déjà vu certaines de leurs stations de service, Esso. Je sais que j'en ai vu au Canada, mais je ne suis pas sûre d'en avoir déjà vu en France. En tout cas, c'est vraiment pour vous montrer que c'est une énorme compagnie. Mais revenons à la découverte de la voiture. Lorsqu'elle fait ce constat, la femme se dit qu'il y a quelque chose de pas normal. Ça la préoccupe. Elle décide d'appeler son mari qui travaille également pour la compagnie Exxon. Elle lui explique la situation. Son mari, en entendant ça, il décide d'aller voir la sécurité de la compagnie et de leur expliquer. Et c'est vrai que la sécurité lui répond que non, Sidney ne s'est jamais rendu au travail ce matin-là. Eux décident d'appeler les policiers qui vont faire appel à leur tour au FBI. Le FBI va contacter la femme de Sidney, Patricia Resso, et celle-ci va expliquer que c'était une matinée tout à fait normale. Sidney s'est préparé pour aller au travail et il est parti vers 7h30 du matin. Comme à son habitude, il a dû s'arrêter au bout de l'allée pour aller récupérer le journal. C'est quelque chose qui était vraiment régulier chaque matin. Après avoir obtenu ces informations, les autorités vont commencer à établir plusieurs scénarios. Leur première hypothèse est que Sidney a eu un problème cardiaque. S'ils pensent ça, c'est parce qu'il a déjà eu des problèmes de santé similaires dans le passé. Ils se disent que Sidney se sent mal, il sort de sa voiture, il tente d'aller chercher de l'aide, sauf qu'il est désorienté et il perd conscience quelque part. Possiblement dans la forêt qui est environnante. Pour vérifier leur hypothèse, les policiers se rendent dans la forêt avec des chiens et il y a également un hélicoptère qui va survoler toute la zone. Mais il n'y a aucune trace de Sidney. C'est une mauvaise piste. Les inspecteurs pensent à une autre raison. Sidney Resso a décidé de disparaître de lui-même. Pour vérifier cette hypothèse, ils vont fouiller beaucoup plus dans sa vie personnelle, mais ils vont rapidement se rendre compte que Sidney, il a un bon emploi, il a des bons revenus financiers et tout va bien dans son mariage. Il n'y a aucun problème entre lui et sa femme. Cette hypothèse ne tient donc pas la route et ils la mettent de côté également. À présent qu'ils ont enlevé le côté personnel, ils décident de se renseigner un peu plus sur le côté professionnel. Ils vont se rendre à Exxon et ils interrogent à peu près tous les collègues qui avaient des rapports avec Sidney et ils essaient d'en apprendre plus sur les relations qu'il entretenait. Mais tout ce qui va ressortir, c'est que du positif. Tout le monde aimait et appréciait Sidney. Il était décrit comme quelqu'un de humble, de gentil, quelqu'un qui était vraiment apprécié au sein de la compagnie. Et ce n'est pas sans raison, parce que Sidney Resso, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, durant certains dimanches, avec sa femme, il décidait d'aller dans des quartiers défavorisés du New Jersey pour aller donner à manger à des personnes qui étaient en difficulté. Parce que dans sa mentalité, ce qu'on lui donnait, il devait le rendre en retour. Autre exemple, les personnes qui ont une position telle que Sidney dans la compagnie se voient offrir la possibilité d'avoir sa propre limousine avec un chauffeur privé. Mais Sidney, lui, a toujours refusé cet avantage et il a continué de rouler avec sa vieille voiture et de la conduire surtout tout seul. C'est encore une mauvaise piste et il reste à peu près une seule dernière hypothèse, celle que les policiers redoutaient le plus, qui voudrait dire que Sidney a été victime d'un enlèvement. S'ils n'y ont pas pensé plus tôt, c'est parce que si c'est le cas, ça change quand même un petit peu de les enlèvements ordinaires avec quelqu'un d'aussi haut placé. Lorsqu'on décide d'enlever une personne aussi haut placée dans une compagnie, c'est pour réclamer une rançon. Et cela se fait généralement dans l'heure qui va suivre sa disparition. Pourtant, cela fait déjà plusieurs heures que Sidney a disparu et il n'y a eu aucun appel de la part de quelconque ravisseur.
24 heures après la disparition de Sydney, la réception d'Exxon International va recevoir un coup de téléphone de la part d'une femme qui va leur dire « On a Sydney Resso ». Elle va également ajouter qu'il y a une lettre qui les attend quelque part dans la ville. Elle leur indique l'emplacement et les policiers retrouvent alors cette lettre pour lire son contenu. Dans cette lettre, les ravisseurs indiquent donc détenir Sydney Resso et pour prouver leur dire, ils vont joindre une carte bancaire de la compagnie avec le nom de Sydney Resso. Ils expliquent être des activistes environnementaux et ils reprochent à la compagnie d'être responsable de la destruction de la planète, mais également être responsable de beaucoup de pertes civiles. De ce fait, ils demandent 18,5 millions de dollars en coupure de sang, et ce qui va constituer la plus grosse somme réclamée lors d'un enlèvement. Pour ce faire, il y a des indications à respecter. Il faut que les dirigeants d'Exxon se munissent d'un téléphone portable et qu'ils fassent une publication dans le journal local avec l'annonce Rare International Birds en indiquant le numéro de téléphone. Ils demandent également à ne parler qu'avec Jim Maracas, qui est le porte-parole de la compagnie Exxon. Si ces indications ne sont pas respectées, ils arrêteront de donner de l'eau et de la nourriture à Sydney et le laisseront mourir. La lettre est signée avec le nom The Fernando Pereira Brigade, The Rainbow Warriors, ce qu'on pourrait traduire par la brigade Fernando Pereira, les guerriers de l'arc-en-ciel. Ce nom va être rapidement déchiffré puisque The Rainbow Warrior désigne un bateau de Greenpeace qui avait explosé au niveau de la Nouvelle-Zélande et Fernando Pereira était une des victimes qui a succombé à cette explosion. La lettre est envoyée en analyse, mais il n'y a aucune empreinte, il n'y a pas de tache d'encre. Honnêtement, il n'y a vraiment aucune chose à exploiter, aucune piste par rapport à cette lettre. Les ravisseurs ont été très vigilants. Pour résumer, s'ils veulent revoir Sydney vivant, il faut réunir 18,5 millions de dollars et faire en sorte que ce soit toujours Jim Maracas qui parle avec les ravisseurs. Mais c'est vrai que le FBI n'a pas trop envie de laisser un civil s'en occuper, donc un des agents décide de se faire passer pour lui tout au long de la procédure. On aura donc Info Jim et c'est ainsi que je vais l'appeler pendant la vidéo, pour que ce soit un peu plus clair. 24 heures sont passées, tout est prêt du côté du FBI. Ils ont réuni les 18,5 millions de dollars et la ligne téléphonique est opérationnelle. Il ne reste plus qu'à attendre l'appel des ravisseurs. Le temps va passer et aucun appel ne survient jusqu'à 21h30 où finalement le téléphone va sonner. Mais ce ne sont pas les ravisseurs à l'autre bout du téléphone, il s'agit d'un message enregistré avec la voix de Sydney qui supplie Exxon de payer la rançon. Dans ce message, il dit « Ces personnes vont me faire du mal. Vous devez trouver cet argent et ils me lâcheront. Mais vous devez faire ce qu'ils disent. » Il indique également qu'il y a une lettre qu'ils vont retrouver dans un parc indiqué et vraiment, lorsqu'on entend ce message audio, on comprend que Sydney est apeuré, qu'il est paniqué, au point où même sa famille ne va pas reconnaître la voix de Sydney. Cette lettre contient de nouvelles informations par rapport à comment l'argent doit être remis. Il s'agit toujours de 18,5 millions de dollars, mais qui doit être divisé dans 10 sacs différents de la marque Eddie Bauer. Donc imaginez-vous le scénario. Les policiers doivent se débrouiller à tout mettre dans 10 sacs d'une marque spécifique, et chacun de ces sacs pèse à la fin 90 kg. Donc là, ils se demandent comment on va pouvoir transporter tout ça, et ils vont finalement décider de ne pas mettre que des coupures de sang afin d'alléger le poids des sacs. 2 jours passent sans aucune nouvelle des ravisseurs, et finalement le téléphone va sonner, et à l'autre bout du fil, il s'agit cette fois bien des ravisseurs qui vont parler avec le faux Jim. Ils refusent toute négociation et veulent que l'argent soit remis maintenant. Ils expliquent à Jim qu'il doit se rendre à une cabine téléphonique où ils le contacteront à ce moment-là. Jim, enfin le faux Jim, part avec un de ses collègues du FBI et se rend à la cabine qui a été désignée par les ravisseurs. Ils vont y passer toute la soirée. Ils vont attendre des heures, mais aucun coup de téléphone ne va arriver. C'est une énorme déception pour les agents du FBI qui espéraient véritablement pouvoir amener Sydney Resso bel et bien vivant chez lui ce soir-là. Les jours vont s'enchaîner sans aucune nouvelle des ravisseurs. Et le 14 mai, ils vont finalement recevoir une lettre directement à la résidence des réseaux. Dans cette lettre, il est indiqué que les réseaux ont fait appel au FBI et à la police et que de ce fait, ils ont décidé d'amener Sydney à l'extérieur du pays. Après cette lettre, le FBI commence à se poser des questions sur qui sont vraiment ces personnes. Est-ce qu'ils sont vraiment des activistes environnementaux? Ils commencent à en être de moins en moins sûrs, puisqu'ils se rendent compte que
D'accord, il y a eu parfois le sujet de l'environnement qui a été abordé, mais pas tellement. C'est surtout des revendications financières qui sont effectuées, des menaces par rapport à l'argent, et rien en fait qui finalement concerne l'environnement en lui-même. Donc là, ils commencent à remettre cette hypothèse de plus en plus en doute. Et le FBI avait déjà essayé de retracer certains des appels, et ils ont réussi. Ils se sont rendus compte qu'ils ont toujours été placés depuis des cabines téléphoniques à environ 20-30 km de la ville où vivent les Russo. Donc dans leur tête, il y a de fortes chances que les ravisseurs vivent dans le coin ou possiblement même dans la même ville, puisque les lettres ont aussi été placées dans différents endroits qui sont plutôt quand même connus des habitants et pas de n'importe qui. Ils vont donc écarter la piste des activistes environnementaux et vont décider de se repencher à nouveau sur la piste des employés d'Exxon, puisque c'est la plupart des gens en fait qui vivent à Morristown, il y en a beaucoup qui travaillent pour cette compagnie. Ils vont donc revoir encore tous les employés en revue, voir s'il n'y a pas eu quelqu'un qui a eu un litige ou également qui a été licencié. Mais comme je vous l'ai indiqué précédemment, c'est une énorme compagnie. Donc pour passer tout en revue, ça va prendre énormément de temps pour les inspecteurs. En parallèle, une autre équipe va être envoyée dans le quartier des Russo afin d'interroger à nouveau certains voisins ou d'interroger également ceux qu'on n'a pas pu auparavant. Un des voisins va justement leur indiquer que le jour de la disparition de Sydney, il a vu un van blanc faire beaucoup de passages dans le quartier. Et il n'avait jamais aperçu ce van auparavant, donc ce n'était pas un de ses voisins. Mais en 1992, il y a plus de 70 000 personnes qui possèdent ce genre de véhicule dans l'état du New Jersey. Une autre voisine va faire un témoignage. Elle va expliquer que pendant plusieurs semaines avant la disparition de Sydney, elle apercevait une femme blonde faisant son footing proche de la maison de Sydney. Elle va pouvoir aider à établir un portrait robot. Il va être diffusé pour tous les voisins, mais personne ne va reconnaître cette femme. Autre chose, un autre indice va arriver. Il s'agit de l'analyse de la dernière lettre. Sur cette lettre, on va découvrir un poil de chien et on sait qu'il appartient à un chien de type Golden Retriever. Mais c'est quand même une piste qui est toujours large, même si les policiers vont pouvoir observer toutes les personnes de la ville qui en détiennent et faire une liste avec. Les indices possibles sont donc une femme blonde faisant son footing, un employé énervé, un Golden Retriever et un van blanc. En soi, des indices qui sont quand même très larges et qui englobent une grosse partie de la population. Le 15 mai, après 15 heures, une femme appelle et indique un nouvel emplacement d'une lettre. Les policiers vont la chercher, lisent son contenu. C'est assez similaire avec les mêmes menaces, mais il y a une demande en plus particulièrement cruelle dedans. Les ravisseurs exigent que Patricia Russo fasse une annonce publique suppliant pour la vie de son mari. Elle va accepter. I want you to know that I have received your message, but it is so important to me that my kids and I have assurance that he is safe and unharmed. I am willing to do whatever is necessary to have him reunited with us, and I hope that he will be released very soon. Le 18 juin, un des ravisseurs va appeler et va expliquer que c'est maintenant qu'ils veulent l'argent. Mais il n'indique pas de lieu. Hello? Money ready? The money is ready. If you'll please tell me where you want us to take it, we'll take it. Shortly. Shortly? You want us... Hello? Plusieurs appels vont être comme ça, en réclamant l'argent mais sans jamais indiquer un lieu où le déposer. En parallèle, le FBI sait désormais que les appels sont passés dans la région et il décide de faire appel à 300 agents et de les placer, en fait, ils vont tous les disperser à proximité des cabines téléphoniques de la région. Grâce à ça, si quelqu'un a l'air un peu suspect et passe un coup de téléphone en même temps que le FBI reçoit un coup de téléphone de la part des ravisseurs, ils seront au courant. 5 heures vont passer comme ça sans qu'aucun appel ne soit passé. Et finalement, le téléphone va retentir. Une nouvelle lettre les attend, donc le faux Jim et un de ses collègues partent chercher cette lettre. Arrivés là-bas, on leur dit d'aller à un autre emplacement. Ils y vont. Ils arrivent là-bas, encore une fois, une lettre qui leur donne un autre emplacement. Ils y vont et il y a une cabine téléphonique. Donc ils attendent à côté, le téléphone sonne et un des ravisseurs leur demande « Est-ce que le train qui est juste à côté est déjà passé ?» La réponse était oui.
Ils expliquent qu'ils vont raccrocher et que finalement ils rappelleront plus tard avec un nouveau plan. Là, les deux inspecteurs comprennent qu'en fait le plan des ravisseurs était de monter dans ce train avec l'argent, comme ça on ne pouvait plus après les suivre. Mais la chance va enfin leur sourire, puisque un des agents qui était en place a repéré un possible suspect. Et elle le trouve quand même louche puisqu'il est en train d'appeler à chaque fois avec des gants en latex. Donc il va composer, toucher tout ce qui va être la cabine téléphonique avec des gants, possiblement pour ne pas laisser de traces d'empreintes. Le FBI ne veut pas intervenir et procéder à l'arrestation de cet homme parce qu'il y a trop de risques pour la vie de Sidney. Elle décide de faire une description de l'homme et elle va aussi relever la plaque d'immatriculation de sa voiture. Ils vont pouvoir remonter la piste grâce à cette plaque et ça va les mener jusqu'à une agence de location de voitures. Ils vont s'y rendre directement et arrivé là-bas, on va retrouver le nom de la personne qui a loué cette fameuse voiture. Il s'agit d'un homme qui s'appelle Arthur Seale. Et peu de temps après qu'ils aient reçu cette information, une voiture arrive et se gare sur le parking de l'agence de location. Il s'agit d'Arthur. Donc là, les policiers vont rapidement l'intercepter et l'arrêter. Et à peine quelques minutes après son arrestation, une autre voiture arrive et il s'agit d'Irene Seale, la femme d'Arthur. On va procéder à son arrestation également. Mais qui est Arthur Seale ? Arthur Seale a grandi dans une bonne famille, il a une bonne éducation, rien à signaler par rapport à ça. Son père était dans les forces de l'ordre et Arthur a fait ses études dans une école militaire. Par la suite, il a rencontré sa femme Irene, qu'il a épousée après le lycée. Il a décidé de suivre les traces de son père et de s'engager à son tour dans les forces de l'ordre. Malheureusement, sa carrière va s'arrêter puisqu'il a été blessé au niveau de la jambe. Mais il va rapidement retrouver un travail en tant que employé de la sécurité dans une grosse compagnie qui n'est autre que Exxon. Concernant Irene, c'est assez similaire, elle a grandi dans de bonnes conditions, elle a fait de bonnes études. Après le lycée, elle a donc épousé Arthur. Ils ont eu 2 enfants, un Golden Retriever. Il n'y a rien à signaler par rapport à elle non plus. C'est vraiment monsieur et madame tout le monde. Ce que les gens ignoraient, c'est que derrière cette façade de la famille américaine parfaite se cachaient d'autres désirs pour Irene et Arthur. Ils avaient acheté un bateau pour faire le tour du monde, ils avaient acheté plusieurs Mercedes. Tout ça était énormément d'argent et ils n'avaient absolument pas les moyens de payer ça. Et au lieu de se dire on va travailler plus ou de trouver de l'argent quelque part, ils ont décidé de se servir d'Exxon et de Sidney pour parvenir à leur fin et contribuer à ce mode luxueux auquel ils aspiraient. Arrivés au poste de police, Irene et Arthur se murent dans le silence. Les policiers sont surtout préoccupés par le fait de retrouver Sidney, mais ils n'ont pas beaucoup d'espoir puisque cela fait déjà 52 jours qu'il a disparu et que tout du long, aucun des ravisseurs n'avait essayé de prouver qu'il était toujours en vie. À part le message enregistré qu'on avait eu de sa part, on n'a jamais eu le moindre signe, la moindre preuve qu'il était bel et bien vivant. Et pour ça, au bout d'un moment, ils vont décider de passer un accord avec Irene. Si elle accepte de leur dire où est Sidney, ils vont réduire sa peine. L'accord est passé et Irene va confirmer à leur crainte, Sidney n'est plus vivant et ça depuis plusieurs semaines. Pour être plus exact, il est décédé quelques jours après son enlèvement. Et sa mort est affligeante. Tout a commencé 4 mois avant la disparition de Sidney. Irene a commencé donc à faire son footing. C'était bel et bien elle, la femme blonde, qui courait. Et comme ça, elle pouvait repérer les habitudes de Sidney chaque matin. C'est grâce à ce rituel qu'elle a pu voir que Sidney, tous les matins, partait vers 7h25, s'arrêtait au bout de l'allée pour récupérer son journal qui était par terre. Et ils se sont dit que ce serait le meilleur moment pour agir. Ce 24 avril 1992, Irene fait son footing habituel dans la rue de Sidney et elle repère le journal qui est du côté conducteur. Elle décide en passant de donner un petit coup de pied furtif pour faire en sorte que le journal se retrouve de l'autre côté. Comme ça, elle s'assure que Sidney, lorsqu'il descend de sa voiture, soit obligé de faire tout le tour pour aller récupérer le journal. Elle continue sa course et elle va aller dans le van blanc qui est à côté où Arthur l'attend. Elle démarre ce van, elle se rend devant chez les réseaux au moment où Sidney récupère le journal. Arthur descend du van, il braque directement Sidney avec une arme et il le menace et lui demande de monter dans le van. Sidney ne montre pas trop de résistance sur le moment, mais lorsqu'il arrive à vraiment du côté arrière de l'utilitaire, il va paniquer puisqu'il s'aperçoit qu'il y a un espèce de cercueil en bois. Donc bien sûr, il refuse, il ne veut pas monter dedans. Arthur, pour le faire céder, va lui tirer une balle dans le bras. Elle est que superficielle
puisque ça ne va pas toucher des os ni des muscles, mais ça va suffire à faire en sorte que Sydney obéisse. Sydney rentre dans le cercueil, Arthur le bâillonne, lui bande les yeux et il lui attache les mains. Le couple avait loué un box où ils vont justement placer le cercueil de Sydney avec toujours Sydney à l'intérieur et ils le laisseront ainsi pendant tout le long. Ils vont passer plusieurs fois, 1 fois ou 2 fois par jour, pour lui donner de l'eau et ils vont le nourrir qu'une seule fois avec, s'il vous plaît, une tranche de citron. C'est tout ce que Sydney a reçu comme nourriture. Mais le 3e jour de sa captivité fut une journée particulièrement chaude dans l'état du New Jersey. Et l'intérieur du box va monter jusqu'à plus de 37 degrés. Mais ni Irène ni Arthur décident d'aller voir si Sydney va bien ce jour-là. Ils vont s'y rendre que le lendemain. Et lorsqu'ils ouvrent le cercueil, ils vont découvrir que Sydney est malheureusement sans vie. Il est probablement décédé des suites de la chaleur, la déshydratation et le manque de nourriture. Le corps de Sydney va pouvoir être ramené et il va obtenir un enterrement décent. Lors de leur procès, Irène et Arthur ont plaidé coupables tous les deux. Irène, elle, va opter pour la solution de dire que son mari l'a manipulée, qu'elle n'a jamais voulu participer à ça, mais qu'il l'a forcée. Suite à son arrangement avec les policiers, elle va être condamnée à 20 ans de prison, mais elle va être libre en 2009. Concernant Arthur, lui va être condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération. Cette affaire est assez inhabituelle de celle dont je traite sur ma chaîne habituellement, mais lorsque je l'ai consultée, elle m'a particulièrement touchée, donc je souhaitais la partager avec vous également. Je trouve cette affaire révoltante et la mort qu'a subie Sydney est tellement inhumaine et aberrante que ça m'a particulièrement touchée en fait de découvrir tout ça. Et lorsque l'on voit le profil des coupables, ce sont des gens à première vue insoupçonnables, monsieur et madame tout le monde. Comme quoi, finalement, on ne connaît jamais véritablement les gens qui nous entourent. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié le contenu de la vidéo. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait et d'activer la petite cloche pour les notifications. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.